Des Argentins en Ligue 1 qui ont réussi, on en connaît quand même beaucoup. On peut penser notamment à Nestor Fabri, on peut penser à Lisandro Lopez du côté de l'Olympique Lyonnais. On peut également penser à Lucho González du côté marseillais. On peut également citer Marcelo Gallardo du côté de Monaco et du PSG, ou encore Darius Vitanich, ou même le regretté Emiliano Sala. Mais il y a des Argentins en Ligue 1 où ça a été vraiment plus que compliqué, et c'est ce qui va faire l'objet de cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner également, ça apportera vraiment énormément pour le référencement et le développement de cette chaîne, je vous le demande souvent, mais c'est les likes et les abonnements qui permettent aux vidéos de marcher, donc voilà, surtout si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Alors le terme Pierre Argentin pour lui, il est dur, je suis complètement d'accord, mais clairement avec lui on peut parler de vrai flop. Il arrive du coup au Paris Saint-Germain et sa première saison est plutôt bonne, enfin son début de première saison même est plutôt bonne, la moitié, on va dire la moitié de la première saison. Et ça pousse le PSG du coup à acheter Mauro Icardi, l'option d'achat qui était à peu près à 60 millions d'euros, entre 50 et 60 millions. L'arrivée d'Icardi du coup pousse la légende Edinson Cavani à faire ses bagages et à partir du Paris Saint-Germain car il n'a plus sa place. Et Mauro Icardi s'impose donc comme normalement le numéro 9 du Paris Saint-Germain. Sauf qu'en fait ce ne sera pas du tout le cas, Mauro Icardi va être souvent en surpoids, il va souvent être en problème avec sa femme ou également on va le voir être en tout cas pas sérieux, on le voit pas briller sur le terrain mais plutôt sur les réseaux sociaux et ça va poser de gros problèmes. Et Mauro Icardi a été poussé du coup cet été à partir du club du Paris Saint-Germain, donc ça reste un super flop. Même si la première saison, effectivement, il y a eu quelques buts, mais au vu de l'investissement qui a été mis sur lui, et au vu du fait qu'on ait poussé Cavani dehors, c'est pour moi un beau flop. Acheté 14 millions à Boca Juniors, l'attaquant Dario Benedetto devait normalement devenir le grand attaquant tant attendu par l'Olympique de Marseille. Dario Benedetto, on l'a vu briller du côté de Boca Juniors à la Bombonera, où il a vraiment montré tout son talent, toute sa hargne. Et on pense que l'Olympique de Marseille fait une belle affaire en mettant 14 millions sur l'attaquant argentin. Sauf que ce n'est pas du tout le cas, Dario Benedetto va faire quand même quelques bons matchs, mais je trouve que surtout Dario Benedetto n'a pas su s'adapter tactiquement à ce que attendait par exemple à André Villas-Boas. Et du coup, il va pas être non plus très flamboyant, il va pas faire de bonnes prestations, en tout cas les prestations qu'on attendait. Il va marquer que 17 buts en 71 matchs, qui est quand même pas fou pour un attaquant je trouve. Et Dario Benedetto, quand Sampaoli va arriver, il va clairement faire comprendre qu'il ne compte pas du tout sur l'attaquant. Et Dario Benedetto va donc rentrer au Boca Juniors pour 3 ou 4 millions. Donc belle perte d'argent et une belle déception. Moi j'en attendais beaucoup de Dario Benedetto et au final ça a été quand même assez compliqué, voire très compliqué. On reste du côté de la canebière et on va parler de Christian Jiménez. En 2005, Habib Bamogo et Peggy Louindoula décident de quitter le club phocéen et l'Olympique de Marseille va donc rechercher un attaquant. Ils vont rechercher en Suisse où ils vont tomber sur le grand buteur du championnat suisse, Christian Jiménez, qui jouait au FC Bâle, qui a marqué plus de 110 buts en 146 matchs. Vraiment des stats super bonnes et on se dit que Marseille a flairé le bon coup. Sauf que ça va être très compliqué, Christian Jiménez va pas du tout s'adapter au foot français et il va marquer que 2 petits buts en 33 matchs. Donc vraiment un bilan très catastrophique, ce qui va le pousser du coup à partir en prêt l'année prochaine du côté de la Bundesliga, notamment au Hertha Berlin plus précisément. Et au Hertha Berlin, il va rebondir, il va remarquer une quinzaine de buts en une trentaine de matchs, donc vraiment une bonne performance et c'est ce qui va pousser le club berlinois à recruter définitivement Christian Jiménez. Sauf que Christian Jiménez, une fois qu'il est recruté par le Hertha Berlin, il part quelques semaines après au Mexique. Alors je ne sais pas pourquoi exactement, j'ai pas réussi à trouver l'information. Mais il part du coup au Mexique, il abandonne l'Allemagne alors qu'il venait juste d'être acheté. Et Christian Jiménez, on n'en entendra plus vraiment parler après ce départ au Mexique. Avant d'arriver en Bretagne, Mario Hector Turdo n'est pas du tout considéré comme un gros crack, mais un représentant, son agent, va faire croire à Rennes que c'est un super joueur, c'est un crack, c'est le futur de l'Albi Céleste, et ça va convaincre le Stade Rennais de mettre 12 millions d'euros, enfin 80 millions de francs à l'époque, sur Mario Hector Turdo. Il avait connu une première expérience européenne, parce qu'il venait de Celta Vigo, où il avait marqué 8 buts, ce qui classait le 30e buteur de la Liga, donc c'est quand même pas exceptionnel. Et le club espagnol avait mis 3 millions d'euros, mais le Stade Rennais, du coup, malgré ses 8 petits buts en Liga, décide de quadrupler la somme et de mettre 12 millions d'euros. Donc c'était assez surprenant. C'était l'époque où le Stade Rennais faisait des achats, comme on a pu le voir dans la vidéo des pires brésiliens, avec notamment Lucas.
Enfin, c'était voilà, des gros investissements qui ne servaient pas à grand chose. Et Mario Tourdo, ça a vraiment été très compliqué du côté de la Bretagne. D'ailleurs, on se rend compte vite du côté des Rouges et Noirs que Mario-Hector Tourdo, qui était venu pour remplacer Chaban Inonda qui avait quitté Rennes pour l'AS Monaco, que ce n'est pas le goléador tant attendu comme Lucas, que ce n'est pas un joueur qui a un véritable talent pour la finition, et on se rend compte assez rapidement que c'est un flop. Il va d'ailleurs jouer 6 mois, il va marquer que 3 petits buts et il va être ensuite prêté dans la foulée à Las Palmas. On peut quand même souligner que c'est un joueur qui faisait quand même preuve de bonne volonté, qui se battait beaucoup sur le terrain, mais voilà, devant le but, c'était pas Chaban Inonda, et c'est pour ça que c'est vraiment considéré comme un gros flop. Il revient de Las Palmas, et à partir du moment où il revient de Las Palmas, il va quasiment plus jouer, il va enchaîner notamment les apparitions sur le banc de touche. Ou à l'infirmerie, voilà, Mario-Hector Tourdo restera comme un gros flop, comme beaucoup de joueurs sud-américains à Rennes dans les débuts des années 2000. Alors que Montpellier vient d'être champion de France de Ligue 1, Olivier Giroud, le meilleur buteur de la Ligue 1, va quitter le club héroté pour partir du côté d'Arsenal. Pour remplacer Olivier Giroud, Montpellier décide de miser sur un attaquant argentin qui a marqué quand même pas mal de buts au Chili, Emmanuel Herrera. Joueur capable de jouer en pivot avec une bonne qualité à jouer au but, on pense vraiment que c'est le remplaçant parfait pour Olivier Giroud. Sauf que pas du tout, Emmanuel Herrera, même s'il va marquer pour son premier match officiel au Trophée des Champions contre l'Olympique Lyonnais, Emmanuel Herrera va vraiment peiner et va avoir du mal à marquer, il va même perdre sa place au profit d'une autre recrue qui va arriver qui est Gaëtan Charbonnier, et Emmanuel Herrera va finalement jouer 51 matchs et il va marquer que 10 buts. Ça a vraiment été un flop du côté de Montpellier. Et 1 an et demi après son arrivée en France, il va rejoindre les Tigresses en prêt, et ensuite il va partir pour l'Équateur. Alors que Marcelo Bielsa est entraîneur du LOSC, il décide de rappeler Ezequiel Pons. Il arrive du coup en 2015 du côté de la Roma, et à la Roma, ça ne se passe pas bien du tout. Il dispute pas le moindre match, alors que pourtant, il fait des prestations dans la réserve de l'AS Roma, la Primavera, où il fait plutôt des bonnes prestations. Il va marquer 9 buts en 10 matchs avec la Primavera, mais l'entraîneur de la Roma ne lui fait pas du tout confiance et du coup il n'aura pas la moindre minute de temps de jeu. Il est prêté à Grenade où ça se passe pas forcément très bien parce qu'il ne marque que 2 buts en 29 matchs, mais Marcelo Bielsa décide quand même de le prendre du côté du LOSC. Et malheureusement, sans surprise, au LOSC ça reste très compliqué, et en plus de ça Marcelo Bielsa va quitter le navire lillois assez rapidement. Et Ezequiel Pons va donc jouer 32 matchs, mais va marquer que 3 buts dans cette saison qui a été très difficile pour le LOSC. Et Ezequiel Pons va donc rebondir ensuite en Grèce, à nouveau en prêt, où pour le coup ça s'est beaucoup mieux passé pour lui. Et ensuite il est parti au Spartak Moscou. Latéral gauche passé par River Plate, Leverkusen et également le Celta Vigo, Bordeaux pense vraiment flairer le bon coup en prenant Diego Placente. Cependant, l'international argentin qui avait 22 sélections tout de même avec l'Albi Celeste est un peu en perte de vitesse à 31 ans, et on va le voir très rapidement du côté du club au scapulaire. Ça va vraiment être très compliqué pour Diego Placente, et Placente va avoir du mal à s'imposer, il va du voir mal à être titulaire, il va jouer seulement 19 matchs en 2 ans où il va vraiment y avoir des prestations très compliquées. Et Diego Placente, du coup, va quitter les Girondins de Bordeaux au bout de 2 ans. Il aura quand même gagné le championnat de France et une Coupe de la Ligue avec Bordeaux, ainsi que 2 trophées des champions. Bon, c'est pas forcément grâce à lui, mais voilà, ça reste tout de même dans le palmarès. Considéré comme le meilleur latéral du pays, Krupoviesa est titulaire avec Boca Juniors où il gagne énormément de trophées. Il est vraiment une pièce importante quand il est jeune de ce club, sauf que malheureusement Krupoviesa va se faire une rupture de ligament croisé et ça va l'éloigner 9 mois des terrains. En revenant de sa blessure, du coup 9 mois après, Krupoviesa n'arrive plus du tout à trouver sa place dans l'effectif et ça va beaucoup peser sur son moral, et il cherche du coup un point de chute et se retrouve du coup à l'Olympique de Marseille. Premier match avec l'Olympique de Marseille contre le Stade Rennais, Krupoviesa va faire un tacle venu d'ailleurs sur Michael Pagis et il va prendre un premier carton rouge. Et ça va être très compliqué, il va jouer seulement 8 matchs en 6 mois. L'Olympique de Marseille va donc décider de ne pas payer l'option d'achat qui était mise en place lors du prêt, et Krupoviesa va donc retourner au Boca Juniors où il n'arrivera pas à s'imposer et sa carrière va être vraiment plus que compliquée. C'est dommage car vraiment, quand il était jeune, il était pas mal de promesses. Au début de la saison, quand il arrive, Gabriel Lochbourg joue dans un 3-5-2 mis en place par Philippe Bergerot, à côté de Julien Lescudé et de Dominique Arribagé. Donc c'est un fameux 3-5-2, ce qui était rare à l'époque, mais Bergerot met ça en place. Et il joue du coup titulaire à côté de ces deux Français. Il avait montré de belles performances, notamment dans des matchs de préparation, sauf que quand la compétition arrive, Gabriel Lochbourg, c'est vraiment plus du tout ce que c'était. Il est dépassé complètement physiquement, et lors de la 4e journée, il va jouer contre l'Olympique de Marseille, où il va être exclu, et il ne va plus jouer avec le Stade Rennais, tout simplement.
simplement. Vraiment encore un très gros flop du côté du Stade Rennais. Daniel Gaston Montenegro. C'est un sacré nom, hein. DGM, Daniel Gaston Montenegro, franchement, c'est sympa. Lui, il a fait partie des Sud-Américains qui sont arrivés à l'Olympique de Marseille. On s'est demandé pourquoi. On a notamment vu le deal du côté sur la vidéo sur les pierres brésiliens. Et on peut penser également à deux autres Argentins que j'ai pas mis dans la vidéo tellement ils ont quasiment pas joué. Il y avait eu Pablo Calandria qui a eu qu'une apparition du côté de l'Olympique de Marseille. Et il y avait également eu une recrue qui s'appelle Ramiro González. Lui n'avait pas du tout joué de match. Donc vraiment, genre les recrues qui ne servent strictement à rien, qui sont arrivés du côté de la Canebière et qui n'ont vraiment pas laissé un souvenir impérissable du côté des supporters. Mais Montenegro, c'était vraiment le plus prometteur d'eux. Il est recruté à tout juste 20 ans pour une somme de 6 millions d'euros, mais il n'aura quasiment pas de temps de jeu. Il va jouer seulement 5 matchs, donc 2 en tant que titulaire. Il va marquer qu'un but. Et il va être prêté directement 6 mois du côté de l'Independiente. Après son prêt, il revient, du coup, il n'apparaîtra qu'une fois du côté de l'Olympique de Marseille. Et après, il va donc être prêté à nouveau du côté de Saragosse et on le reverra plus du coup du côté de l'Olympique de Marseille. Donc vraiment gros flop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, moi ça m'a fait beaucoup plaisir de le faire honnêtement. J'ai eu du mal à trouver des Argentins. J'en ai mis 10 du coup dans la vidéo, il y en aura peut-être d'autres. Je voudrais remercier toutes les personnes parce que j'avais mis un post sur Twitter parce que j'étais en cours d'inspiration pour être tout à fait honnête avec vous. J'en avais 6 ou 7 mais il m'en manquait quelques-uns, j'arrivais pas à trouver. Donc voilà, je vous mets les noms des gens qui ont pu me donner des noms, vraiment merci à eux. J'ai pas pu tout mettre parce qu'il y avait des joueurs que je ne connaissais pas forcément, je trouvais pas forcément les informations. Donc je voulais pas mettre les joueurs juste histoire de mettre les joueurs parce que le but c'est quand même d'avoir une petite histoire entre guillemets et de comprendre un peu le contexte. Il y a 4 noms que je vais vous citer que j'ai pas mis dedans parce que je trouve que ça aurait été dur de les mettre dedans et il y en a où je suis pas sûr qu'ils méritent d'être dedans donc je vous les donne quand même. Guido Carillo, donc moi je trouve que c'est dur de le mettre dedans parce que bon c'est vrai que c'était pas l'attaquant peut-être le plus beau niveau style, mais il a pas forcément eu le temps de jeu escompté. Quand il jouait, je me rappelle qu'il a marqué quand même quelques buts, donc j'aurais trouvé ça très dur de le mettre dedans. Emmanuel Mamana, c'est pareil, il a pas vraiment eu le temps de jeu escompté, il était pas non plus catastrophique du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc j'ai décidé de pas le mettre. Après, si les gens le mettent, je peux entendre. Moi, je trouve que c'est assez dur de le mettre dedans. Et deux Bordelais, donc Lucas Orban. Moi, j'ai pas un mauvais souvenir de lui, mais on me l'a dit 2 fois, donc je me suis dit bon, pourquoi pas. Mais moi, j'avais pas forcément un mauvais souvenir de lui. Je peux me tromper, mais il me semble que alors c'est qu'en Espagne, à un moment, je crois qu'il a joué en Espagne, il était bon. En tout cas, voilà. Et Valentin Vada, j'étais pas sûr que ce soit un vrai flop. Je me souviens que c'était pas non plus Enfin, moi, c'est pas un joueur que je trouvais excellent. Mais voilà, j'ai décidé de pas le mettre. Dites-moi vous en commentaire si vous le mettriez ou pas, Valentin Vada. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez d'autres joueurs à me donner, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est toujours intéressant hein, d'avoir d'autres joueurs, de pouvoir avoir d'autres avis. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes et d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!